Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le silence était épais comme du velours noir, étouffant, presque sacré. Seuls quelques sanglots étouffés, le raclement discret d'un mouchoir contre une joue mouillée, et le bruit régulier d'un encensoir oscillant rompaient cette quiétude funèbre. Dans la nef glaciale de l'église Saint-Antoine, le chagrin semblait suspendu dans l'air, aussi palpable que la poussière dans les rayons de lumière filtrant à travers les vitraux. Des dizaines de personnes étaient là, immobiles, tête basse, mains jointes ou crispées sur des bouquets de lys blanc. Des visages fermés, d'autres ruisselant de larmes. Des inconnus et des proches, réunis autour d'un même vide, d'un même mystère douloureux, la mort d'Élise Dubois. 32 ans. Enceinte de 8 mois. Une fin brutale, injuste, incompréhensible. On disait une crise cardiaque foudroyante, survenue un matin calme. Aucun signe avant-coureur, aucun adieu. L'annonce avait secoué tout le quartier. Élise était appréciée, lumineuse, généreuse. Une vie qui promettait encore tant. Un enfant qui ne verrait jamais le jour. Une tragédie, disaient-ils tous. Au centre du chœur, sous un dais de fleurs blanches, le cercueil de chêne clair trônait, recouvert d'un voile ivoire brodé. 2 cierges se consumaient lentement à ses côtés. Et dans ce cercueil, que tous croyaient porter une morte, une femme respirait. Élise n'était pas morte. Pas vraiment. Son esprit flottait quelque part entre 2 mondes. Elle percevait, sans comprendre. Des ombres floues. Des sons lointains. Une lourdeur dans chaque muscle. Et un froid glacial, qui s'insinuait dans ses os. Elle voulait bouger. Cryella. Mais son corps refusait encore. Puis, peu à peu, les sons devinrent plus nets. Elle reconnut la voix de Julien, son mari. Elle n'a pas souffert. Une crise foudroyante. C'est ce qu'ils ont dit. Sa voix était calme, presque apaisée. Pas celle d'un homme brisé, mais posée. Maîtrisée. Une autre voix lui répondit, douce, sucrée comme du poison, celle de Camille, sa meilleure amie depuis le lycée. Et, le bébé. Un silence lourd suivit. Mieux vaut ainsi. Il n'était pas de moi, de toute façon. Un choc. Comme un fracas intérieur. Si elle avait pu hurler, elle l'aurait fait. Mais seul son cœur battit plus vite, douloureusement, cognant contre sa cage thoracique comme un tambour de guerre. Elle comprenait. Le doute. La trahison. Le mensonge. Dans la pénombre de son cercueil, ses doigts frémirent, légers comme des plumes soulevées par une brise. Ses paupières se soulevèrent à moitié. Le plafond peint de l'église lui apparut flou, voilé de larmes et de confusion. L'air revenait lentement, brûlant, comme du feu glissant dans sa gorge. Sa poitrine se souleva. Elle respirait. Faiblement, mais elle respirait. Ses membres étaient engourdis, raides, comme prisonniers d'un carcan. Une panique sourde monta. Son esprit, lui, était en feu. Elle était vivante. Et on l'avait enterrée. Soudain, des pas feutrés s'approchèrent. Quelqu'un se pencha au-dessus d'elle. Le parfum familier de Julien effleura ses narines. Sa main froide se posa sur son front. Une larme coula de sa joue sur la peau glacée d'Élise. Mais quelque chose clochait. Ce n'était pas une larme de deuil. Pas de tristesse. C'était presque un soupir de soulagement. Ou un sourire. Puis il s'éloigna. La cérémonie reprit. Le prêtre prononça les derniers mots. Des sanglots s'élevèrent à nouveau. On ferma le cercueil lentement. Le claquement final résonna dans l'église comme un coup de marteau. Un enterrement scellé. Une vérité effacée. Mais personne ne vit ses doigts bouger. Ni ses paupières trembler. Elle était là, coincée entre 2 mondes. Morte pour eux. Vivante malgré eux. Tous partirent. Tous, sauf Henri, le fossoyeur. Vieil homme solitaire, au regard perçant, Henri était habitué au silence des morts. Mais ce jour-là, quelque chose l'intrigua. Un malaise dans l'air, un doute dans sa poitrine. Il s'attarda, bien après que la dernière voiture ait quitté le cimetière. Il tourna autour du cercueil resté posé près de la tombe. Une intuition. Un pressentiment. Il posa la main sur le bois.
puis approcha son oreille. Un souffle. Un murmure? Il ne savait pas. Il ouvrit la serrure du cercueil avec précaution, souleva le couvercle. Et là, dans l'obscurité, il vit Élise bouger les lèvres. Lentement. Presque imperceptiblement. Mais vivante. Son cœur manqua un battement. Il fit un pas en arrière, puis s'approcha à nouveau, tremblant, effaré, mais émerveillé. Elle revenait du monde des morts. Et il savait, au plus profond de lui, qu'il venait de sauver une vérité qu'on voulait enterrer. Quand Élise ouvrit les yeux pour de bon, cette fois sans vertige ni confusion, la lumière blafarde du néon lui piqua les rétines. Elle cligna plusieurs fois, comme si son corps avait oublié ce que c'était que de voir. La pièce était blanche, nue, presque irréelle. Une chambre sans nom, sans fenêtre, cachée dans une aile désaffectée d'un vieil hôpital de province. Un endroit qu'on avait oublié, comme elle. Assise près de son lit, une silhouette familière, Henri. Le vieux fossoyeur veillait sur elle comme un gardien entre les mondes. Il tenait une tasse de café tiède entre ses doigts tremblants. À son côté, un homme en blouse blanche hochait la tête d'un air grave. Un médecin discret, un ami de longue date d'Henri, qui avait accepté l'impossible sans poser trop de questions. Ensemble, ils avaient décidé de garder le secret. « Vous êtes revenu de loin », murmura le médecin. « Très loin. Pourquoi? Pourquoi personne n'a vérifié? Pourquoi Julien a-t-il laissé faire ?» demanda-t-elle d'une voix rauque, presque étrangère à ses propres oreilles. « Il n'a même pas exigé d'autopsie, » dit Henri. « Il a signé les papiers dans l'heure. » Un frisson parcourut sa colonne. Quelque chose clochait. Elle le sentait dans ses tripes. Un mensonge immense, cousu de larmes de crocodile et d'obséquiosité publique. Alors elle demanda le silence. Elle ne voulait pas encore exister. Pas officiellement. Elle voulait observer. Comprendre. Et surtout, choisir le moment où elle renaîtrait, mais à ses conditions. Pendant plusieurs semaines, Élise se fit passer pour morte. Elle abandonna son nom, sa voix, ses habitudes. Henri lui prêta un petit logement en périphérie, une ancienne maison de gardien délabrée, cachée derrière un cimetière en friche. L'endroit sentait l'humidité, les vieilles pages et les fantômes, mais il offrait ce qu'elle n'avait plus, un toit et un peu d'ombre. Elle coupa ses cheveux longs, les teignit en noir. Apprit à marcher différemment, à baisser les yeux. Elle prit l'identité de sa mère défunte, Claire Laville, avec de faux papiers qu'Henri obtint via un ancien contact discret. Chaque jour, elle se réinventait. Chaque nuit, elle pleurait en silence, seule face au gouffre de sa vie volée. Pendant ce temps, Julien, son mari, devenait une icône médiatique du veuf inconsolable. Il apparaissait dans les journaux, les yeux rouges, les mains jointes. Il parlait de son amour perdu, de leur enfant mort avec elle, de la violence de la vie. Il répétait les mêmes mots, les mêmes silences, avec un talent d'acteur glacial. À ses côtés, Camille, toujours là. Discrète, effacée, mais omniprésente. Elle posait sa main sur l'épaule de Julien lors des interviews, détournait les yeux avec douleur. Elle était parfaite dans son rôle de confidente dévouée, et veuve fantôme. Mais Élise n'était plus celle qu'ils avaient connue. La femme douce et naïve était morte dans ce cercueil. Celle qui vivait maintenant dans cette masure froide était une morte vivante, un esprit en chasse. Elle avait été trahie, enterrée vivante, volée de sa vie et de son enfant. Elle n'attendait qu'une chose, la vérité. Et la justice. Henri l'aida à engager un ancien détective privé, Armand Lefebvre, un homme aux manières rugueuses, au visage buriné par les années, mais dont l'intelligence aiguë brillait sous l'ironie permanente. Ancien flic reconverti après un scandale jamais élucidé, il connaissait les recoins sombres de l'âme humaine. Il accepta, après un long silence, en voyant les yeux d'Élise. « J'ai déjà vu des revenants, mais jamais aussi déterminés. » Rapidement, Armand remonta les pistes, creusa dans les plis de l'affaire. Et les premières anomalies surgirent comme des ossements sous la terre retournée. Une prescription médicale falsifiée au nom d'Élise, pour un puissant sédatif appelé Dormexol. Un médicament réservé aux troubles neurologiques graves, administré parfois pour induire des comas artificiels. Des recherches internet troublantes retrouvées dans l'historique d'un compte Google relié à Camille. Signe de mort clinique. Combien de temps le cœur peut-il s'arrêter sans dommage? Comment induire un arrêt cardiaque temporaire? Une assurance vie modifiée 2 semaines avant la prétendue mort,
avec comme nouveau bénéficiaire unique, Julien Dubois. Mais ce qui brisa définitivement Élise, ce fut la vidéo. Un fichier récupéré discrètement sur une clé USB oubliée dans une chambre d'hôtel de luxe, grâce à un employé complice. Une vidéo banale au premier abord, Julien et Camille, nus, détendus, riant ensemble sur un lit défait. Une complicité ancienne, intime. 2 ans, appris Armand. 2 ans de mensonges. 2 ans d'empoisonnement lent, de calculs méticuleux. Puis les mots. Ceux qui fendirent son âme. Dès qu'elle est partie, j'ai senti le soulagement. Pas de tristesse. Du soulagement. Camille répondit par un rire léger, presque satisfait. Maintenant, il ne reste plus qu'à effacer le reste. Élise sentit sa gorge se serrer. Elle revoyait les sourires, les confidences, les nuits partagées à rêver d'avenir. Et pourtant, depuis le début, elle était seule. Mais maintenant, elle n'était plus une victime. Elle était le fantôme qui allait revenir. Pas pour hanter, mais pour détruire leur masque. Élise comprit qu'elle ne pouvait pas simplement réapparaître. Pas encore. Pas comme ça. Elle avait vu dans les yeux de Julien, ce jour-là à l'église, une absence totale de regret. Pas de culpabilité. Il l'avait laissé mourir, volontairement ou non, et cela l'arrangeait. Il vivait mieux ainsi. Libera. Mais cette liberté, il allait la payer. Non. Revenir, frapper à la porte et lui crier sa vérité au visage? Ce serait trop doux. Trop bref. Elle ne voulait pas le confronter. Elle voulait l'effondrer. Elle décida alors de faire appel à une femme que même certains ministres redoutaient, Maya Roche. Une journaliste d'investigation redoutée pour ses enquêtes incisives sur les réseaux de pouvoir, la corruption institutionnelle et les crimes silencieux. Maya n'était affiliée à aucun grand média. Elle travaillait seule, protégée par un cercle étroit de collaborateurs et un réseau numérique blindé. Élise la contacta sous un pseudonyme. Elle lui raconta son histoire, prouvant sa véracité avec des éléments troublants, la prescription falsifiée, la vidéo, le faux certificat de décès. Maya fut d'abord sceptique, puis captivée. Elles se rencontrèrent de nuit, dans un ancien studio photo transformé en salle d'archives. Là, Élise lui fit jurer le secret. Elle voulait tout révéler, mais au moment juste. Quand la vérité frapperait le plus fort. Quand elle serait une lame, pas une simple nouvelle. Maya accepta. En échange, elle aurait l'exclusivité mondiale. Et pendant ce temps, Élise passa à l'attaque. Elle rédigea une simple lettre. Manuscrite. Sur du papier vieilli. Une phrase, cinglante. Je suis plus proche que tu ne crois. Aucune signature. Aucune indication. Juste cette menace suspendue, livrée à l'adresse personnelle de Julien. La réaction fut immédiate. Julien, au début, tenta de rire. Mais ce rire mourut vite dans sa gorge. Ses mains tremblaient. Il refusa d'en parler à Camille. Il fouilla leur maison. Il vérifia les caméras de sécurité. Il installa un système d'alarme dernier cri. Il effaça l'historique de son téléphone, changea de numéro, demanda à un avocat de réexaminer le dossier de succession. Mais la peur s'était insinuée. Il ne dormait plus. Il ne mangeait que par automatisme. À son travail, ses collègues le trouvaient tendu, colérique, parfois absent. Il sautait à la moindre sonnerie. Quelque chose le rongeait. Camille, elle, observait cette lente dérive avec inquiétude. Au début, elle pensait qu'il s'agissait d'un deuil mal digéré. Mais rapidement, elle comprit qu'il lui cachait quelque chose. Elle fouilla, questionna. Et plus elle posait de questions, plus Julien s'éloignait. Leur complicité, bâtie sur la trahison, ne résistait pas à la peur. Et alors, Maya publia le premier article. Le ton était neutre, professionnel. Le sujet, les cas de décès déclarés sans autopsie et les irrégularités administratives dans certaines mairies. Parmi les cas évoqués, une jeune femme enceinte, morte subitement à 8 mois de grossesse, enterrée sans confirmation légale. Un simple exemple parmi d'autres. Mais les dates, le lieu et le prénom Élise suffisaient pour alerter les observateurs attentifs. Ceux qui se souvenaient de l'histoire, de l'émotion collective, des interviews bouleversantes de Julien. Les forums en ligne s'agitèrent. Des hashtags émergèrent. Des théories.
Des soupçons. Julien, de plus en plus paranoïaque, tenta de faire pression pour faire retirer l'article. Il envoya des lettres d'avocat. Mais Maya était inattaquable. Rien n'était diffamatoire. Tout était documenté. Puis un deuxième article parut. Plus incisif. Il évoquait une possible falsification de prescriptions médicales, au nom de la victime. Une signature incohérente. Des anomalies dans les certificats de décès. Une source anonyme décrite comme très proche du dossier affirmait qu'aucune autopsie n'avait été exigée par le mari, malgré des circonstances suspectes. Julien devint un fantôme nerveux. Son travail vacilla. Certains partenaires coupèrent les ponts. Les invitations se firent rares. Camille, confrontée à ses propres recherches compromises, les historiques Internet qu'elle avait mal effacés, fut convoquée par la police dans le cadre d'un dossier inexploré. Elle comprit que tout pouvait s'écrouler. Et pendant que le château de mensonges se fissurait, Élise avançait. Discreetment. Patience aiguisée. Silhouette floue dans les coins des caméras. Ombre dans les reflets de Julien. Et bientôt, elle ne serait plus un murmure. Bientôt, elle serait un cri. Finalement, Élise organisa sa propre résurrection. Elle ne voulait pas un retour discret. Pas cette fois. Il ne s'agissait plus de vengeance. C'était une délivrance. Une vérité à libérer. Avec Maya, elle prépara chaque détail. Lieu, timing, sécurité. Une salle sobre mais élégante, une retransmission en direct sur les réseaux sociaux, des journalistes invités à l'aveugle sous couvert d'une conférence sur la corruption judiciaire. Le jour venu, l'atmosphère était lourde de mystère. Les caméras tournaient, les flux en ligne comptaient déjà des centaines de milliers de spectateurs, curieux. Maya, droite à son pupitre, s'exprima d'une voix calme, mais tendue par l'émotion. Ce soir, nous allons assister à un moment unique. Une femme, que l'on croyait morte, a choisi de briser le silence. Elle est ici, vivante, pour raconter ce qu'elle a vécu. Un souffle parcourut la salle. Puis, lentement, Élise entra. D'abord, un bruissement. Des murmures. Des visages figés. Des yeux écarquillés. Elle avançait doucement, le ventre toujours arrondi, vêtue d'une robe noire simple, presque solennelle. Son regard était droit, perçant comme une lame, et pourtant d'une paix étrange. Un mélange de fureur contenue et de dignité retrouvée. Des cris éclatèrent dans la salle. Certains pleuraient. D'autres n'y croyaient pas. L'effet fut foudroyant. Dans les foyers, sur les écrans, le public assistait à l'impensable. Chez lui, Julien s'effondra. Assis dans son canapé, un verre à la main, il regardait la conférence distraitement, jusqu'à ce que le visage d'Élise apparaisse à l'écran. Son corps s'affaissa. Il ne parvenait plus à respirer. Il cria. Il jeta la télécommande. Mais l'image restait. Elle était là. Vivante. Et elle parlait. Camille, qui était avec lui, fuit la maison. Elle comprit à cet instant qu'il n'y aurait plus de fuite possible. Sur scène, Élise prit la parole. Sa voix tremblait au début, mais elle gagna vite en force, portée par la colère juste, la mémoire des nuits glacées, de la solitude, de l'injustice. Elle raconta tout. J'ai été empoisonnée. Mes signes vitaux ralentis. Ils ont falsifié les papiers. Julien a refusé l'autopsie. Camille m'a droguée. Ils ont préparé ma mort comme un projet, une stratégie. Elle parla des preuves. Des documents. De la vidéo. Des recherches de Camille. Des manipulations de Julien. Des mains sales qui avaient tenté de refermer un cercueil vivant. La foule, muette, écoutite. Et dans le monde entier, l'indignation prenait feu. Le soir même, sur ordre du procureur, Julien fut arrêté. Camille, déjà en fuite, fut retrouvée le lendemain dans une maison louée sous un faux nom. Elle n'opposa aucune résistance. L'enquête judiciaire s'ouvrit en urgence. Les chefs d'accusation étaient lourds. Tentative de meurtre, fraude, falsification, mise en danger de la vie d'autrui. Les preuves accumulées par Élise, Armand et Maya formaient un dossier implacable. Quelques semaines plus tard, dans une chambre baignée de lumière, Élise donna naissance à une petite fille en parfaite santé. Le bébé avait des yeux sombres et calmes, comme si déjà elle savait. Elise la nomma Esperance.
parce que c'était ce qu'il avait porté, quand tout semblait fini. Julien fut condamné à 12 ans de prison, sans possibilité de libération anticipée. Camille reçut 8 ans, assortis de 5 années d'interdiction professionnelle. Mais la vraie victoire d'Élise ne se trouvait pas dans un verdict. C'était son retour à la vie. Sa renaissance. Elle n'était plus la femme douce et naïve qu'ils avaient manipulée. Elle était devenue plus forte que la mort elle-même. Une survivante. Une mère. Une voix qui n'allait plus jamais se taire. Quand une journaliste lui demanda ce qu'elle ressentait face à cette seconde chance, Élise sourit doucement. Puis répondit, simplement. J'ai été enterrée vivante, mais j'ai décidé de ne pas mourir. Et cette phrase, captée par les caméras, devint un symbole. Reprise, partagée, inscrite sur les murs, tatouée sur des peaux. Le témoignage d'une femme qu'on avait voulu faire taire. Et qui avait choisi, au lieu de mourir, de renaître pour briser le silence.